La vie, parfois, au moment précis où l'on croit que les blessures les plus profondes se sont refermées, arrache brutalement la croûte et les fait saigner de nouveau. Pendant 20 longues années, j'ai porté le deuil de mon fils, convaincu de ne pas l'avoir enterré dans la terre, mais dans mes souvenirs. J'ai cru m'être habituée à la solitude dans cette maison que j'avais bâtie avec mon défunt mari André. Mais ce jour-là, quand on frappa à la porte, je ne savais pas encore que celui qui se tenait devant moi n'était pas seulement mon fils Laurent, disparu depuis 20 ans, mais aussi le prélude à la plus grande trahison qui m'ait jamais été destinée. Il n'y avait que 6 mois que j'avais perdu mon mari André, et le vide immense laissé par son absence avait imprégné chaque recoin de la maison, comme si même les murs portaient le deuil avec moi. Chaque matin, dans la vapeur du thé que je préparais comme il l'aimait, et chaque soir, dans le grincement vide du fauteuil à bascule sur la véranda, je vivais avec son souvenir. Malgré cette douleur, je tentais de rester debout, car la vie m'avait appris une leçon essentielle. Quoi qu'il arrive, il faut continuer à respirer. Mon fils Laurent, mon unique enfant, une part de ma chair, même s'il s'était souvent disputé avec son père dans ces dernières années, pour moi, il restait toujours ce petit garçon innocent. Mais un soir, il est parti brusquement, ne laissant derrière lui qu'un court mot « Ne me cherchez pas ». Cette absence m'avait arraché le cœur. Pendant des années, à chaque coup de sonnette, à chaque sonnerie du téléphone, j'ai espéré son retour. Pourtant, après tant d'années sans nouvelles, j'avais dû me résoudre à accepter l'idée cruelle qu'il n'était plus de ce monde. Mon défunt mari était un homme travailleur et économe. Toute sa vie, il s'était battu pour notre avenir et avait laissé derrière lui une fortune assez considérable pour que jamais nous ne manquions de rien, même nos petits-enfants. Quand l'avocat m'annonça qu'André avait légué tout son patrimoine à sa seule héritière légale, moi, je n'ai ressenti aucune joie, car dans chaque pièce et dans chaque pierre de cette maison, il y avait sa sueur et ses efforts. Cette richesse, je la portais comme un fardeau, incapable d'imaginer quoi en faire sans lui. Ce soir maudit, alors qu'un orage battait à verse dehors et que je m'étais encore une fois perdu dans les abîmes du passé, la sonnette retentit soudain, me faisant sursauter. À cette heure-là, ni voisin ni invité ne pouvaient venir. Le cœur serré par une peur inexplicable, je me dirigeai vers la porte et, en l'entr'ouvrant, je découvris un homme trempé jusqu'aux os, la barbe et les cheveux en bataille, dont le visage, marqué par la fatigue, m'était étrangement familier. Quand je réalisai qu'il s'agissait de Laurent, mon fils que je m'étais persuadé d'avoir perdu 20 ans plus tôt, le monde entier s'écroula autour de moi. Le moment que j'avais rêvé durant 20 ans, voir mon fils franchir à nouveau le seuil de cette maison, n'était en réalité qu'une illusion que je m'étais fabriquée. Car si l'homme qui se tenait devant moi avait bien les traits de mon enfant, marqués par les épreuves et le temps, ses yeux ne reflétaient ni le regret, ni la chaleur d'un fils revenu au foyer. Il n'exprimait qu'une froideur étrangère, glaçante, et une lucidité prédatrice qui jaugeait déjà sa proie. Quand mes lèvres tremblantes laissèrent échapper, dans un souffle, « Laurent, c'est bien toi ?» il ne me répondit ni par une étreinte, ni par un « Oui, maman, c'est moi, je suis revenu ». Non, il se contenta d'un bref hochement de tête, accompagné d'une phrase glaciale, prononcée avec la banalité d'un passant cherchant refuge. Je voulais seulement m'abriter de la pluie. Puis-je entrer ? Ainsi, il érigea entre nous un mur d'indifférence, écrasant l'élan de mon cœur maternel en manque de son fils. Dans ma tête, 1000 questions s'entrechoquaient. Où étais-tu pendant tout ce temps ? Qu'as-tu mangé ? Qu'as-tu bu ? Ai-je jamais traversé ton esprit ? Ne m'as-tu jamais cherché ?
mais mon corps, comme animé par un automatisme, se mit en marche vers la cuisine pour lui préparer quelque chose de chaud. Car l'instinct maternel est une force étrange, même blessé et trahi, il continue à servir. Et tandis que je faisais chauffer du thé d'une main tremblante, je le surveillais du coin de l'œil, observant avec effroi comment son regard avide glissait sur le cadre en argent de son père ou sur le buffet antique, héritage de mon défunt mari. Ce silence-là pesait plus lourd encore que 20 ans de douleur. Et quand il finit par le briser, ce ne fut pas pour demander avec tendresse comment son père avait vécu ces derniers jours, mais pour laisser tomber, comme du venin, ces mots « J'ai appris que papa était mort. L'avocate a dit quand l'héritage serait partagé ?» En cet instant, le dernier éclat d'espoir qui subsistait en moi s'effondra en poussière. J'ai compris alors que mon fils ne m'avait pas quitté 20 ans plus tôt. Il était mort à cet instant précis, assis devant moi. Avec cette douleur indisible, une force d'acier jaillit des profondeurs de mon âme, car celui qui se tenait en face de moi n'était plus mon fils, mais un vautour revenu des ombres, vêtu de son visage pour se jeter sur l'héritage de son père à peine sa tombe refermée. Mes larmes séchées en un instant laissèrent place à une femme nouvelle, non plus Marie, l'épouse douce et la mère indulgente, mais une veuve debout, prête à défendre l'honneur et le travail de son mari, coûte que coûte. C'était comme si le temps s'était soudain ralenti et, au lieu de s'étrangler dans ma gorge, les nœuds s'alignaient dans mon esprit avec la netteté d'une lame aiguisée depuis des années. Avant de lui parler du sort de l'héritage, je lui dis, d'une voix glaciale, que moi, sa mère, j'avais attendu 20 longues années, soit 7300 jours et nuits, sans même savoir s'il était vivant ou mort. Que chaque matin de fête, je guettais une main frappant à ma porte. Que chaque anniversaire, je tendais l'oreille à la sonnerie du téléphone. Et que pendant ce temps, lui errait je ne sais où, trop occupé pour assister ne serait-ce qu'aux funérailles de son père. Et maintenant, par quel droit, avec quel visage osait-il se tenir devant moi et demander l'héritage de son père comme on demanderait une baguette chez le boulanger ? Ne voyant pas les larmes et les supplications maternelles qu'il espérait, il changea aussitôt de ton. Il se lança dans une longue tirade pathétique, décrivant la vie difficile qu'il aurait menée, les épreuves endurées seul à l'étranger, et comment il avait fui cette maison à cause du caractère prétendument autoritaire de son père. Mais dans ce récit enjolivé de fausses larmes, il n'y avait pas l'ombre d'un repentir, pas le moindre soupçon d'affection pour moi. Chaque phrase n'était qu'un plaidoyer pour excuser son égoïsme et revendiquer comme un droit inné la richesse qu'il avait abandonnée avec sa famille. Quand enfin ce monologue mensonger prit fin, je posai lentement mon tricot sur mes genoux, puis je me levai. Je lui rappelai que les murs de cette maison n'avaient jamais entendu ses soi-disant souffrances, mais qu'ils avaient été témoins de mes 20 années d'attente et des sanglots d'un père qui avait murmuré son nom jusqu'à son dernier souffle. Voilà pourquoi chaque sou gagné à la sueur de son père, chaque clou planté dans ses murs appartenait à celle qui avait porté son deuil, pas à un ingrat qui avait tout abandonné comme un vulgaire chiffon. Et je lui criais de graver cette vérité dans sa mémoire. Comprenant que mes veines ne contenaient plus la moindre goutte de compassion et que ces manipulations n'auraient aucun effet, le vrai monstre se dévoila enfin. Il commença à lancer des menaces voilées, insinuant que la loi lui donnait un droit sur cet héritage et que si je refusais de céder, il me traînerait devant les tribunaux. Quand il pointa du doigt la photo de son père accrochée au mur, j'aperçus dans ses yeux une avidité si brutale qu'elle ne signifiait pas seulement son mépris pour moi, mais aussi une insulte impardonnable à la mémoire de l'homme qui nous avait tout donné. Alors, je lui laissai une ultime chance de comprendre qu'il n'était plus qu'un étranger dans cette maison et que ses menaces n'avaient aucun pouvoir face à ma volonté d'acier. Je lui dis que,
Par égard pour la pluie qui tombait dehors, je lui permettais de passer la nuit dans la chambre qu'il avait abandonnée 20 ans plus tôt. Mais à l'aube, il devrait partir comme il était venu. Sinon, ce ne serait pas moi qu'il trouverait devant lui, mais les gendarmes, et il découvrirait que la première à lui opposer la loi ne serait autre que sa propre mère. Par ces mots, je ne lui accordais pas une nuit de clémence, mais une dernière chance de réfléchir avant de commettre l'erreur de sa vie. Cette nuit-là, la première passée sous le même toit que mon fils après 20 ans de manque, ne fut pas une fête, mais un deuil. Dans mon lit, la tête sur l'oreiller imprégnée de parfum d'André, je ne parvins pas à fermer l'œil. Chaque respiration, chaque grincement de lit provenant de la chambre voisine ne m'apportait pas la paix, mais l'angoisse d'ourte de sentir un intrus tapi chez moi, comme un voleur infiltré dans mon propre foyer. Au milieu de la nuit, un léger grincement rompit le silence étouffant de la maison. Le cœur battant à tout rompre, je sortis de lit et ouvris ma porte. Le bruit ne venait pas de sa chambre, mais du petit bureau où André n'avait jamais laissé entrer personne et où reposaient tous nos titres de propriété, nos papiers, nos souvenirs les plus précieux. Alors je compris. Il n'était pas revenu pour sa mère, mais pour dépouiller la mémoire de son père, tel un pilleur de tombes. Mon sang se glaça. Au lever du jour, ma peur et mon doute s'étaient transformés en une froide détermination. Quand je descendis au salon, plus rien ne subsistait de la femme tremblante de la veille. Je le trouvai assis sur le salon, fouillant sans vergogne l'attaché case ancien qui contenait les objets les plus intimes de son père. À ma vue, il ne montra ni chante ni crainte. Il poursuivit, tel un créancier sûr de son droit, feignant d'ignorer mon regard brûlant de mépris. Prenant mon silence et ma haine pour faiblesse, il posa les papiers et se leva. Comme si ce n'était pas lui qui avait saccagé la maison pendant la nuit, il me demanda où se trouvait l'acte de propriété, où étaient les documents bancaires de son père, et combien d'argent liquide comprenait l'héritage. En cet instant, il ne mit pas seulement à l'épreuve ma patience, mais aussi la limite de l'amour qu'une mère peut ressentir pour un fils. À cette ultime question, c'était comme si tout ce que j'avais encore en moi pour lui s'était réduit en cendres. Je posai ma tasse sur la table basse, laissant résonner ce bruit sec dans toute la maison. Puis, je lui déclarai qu'il n'apprendrait jamais l'emplacement de quoi que ce soit, car le délai que je lui avais accordé expirait avec l'aube. Il était temps pour lui de repartir vers ce monde sombre et trouble d'où il était venu. Sinon, ce ne serait pas moi qui le jetterais dehors, mais les bras de la gendarmerie, et il découvrirait que la première à lui opposer la loi ne serait autre que sa propre mère. Après mes dernières paroles, prononcées d'une voix aussi dure et tranchante que l'acier, je m'attendais peut-être à une explosion de colère, ou au moins à un instant d'hésitation. Mais ce qui se dessina sur son visage fut ce sourire narquois, suivi d'un éclat de rire glacial et vide qui résonna contre les murs du salon. Ce rire me fit plus mal que 1000 éclats de glaire plantés dans mon cœur. C'était l'annonce méprisante que mon autorité de mère, l'intimité de ma maison et mes 20 années de douleur n'étaient rien pour lui, qu'il se voyait déjà comme le vainqueur absolu de cette guerre. Assis dans ce fauteuil, comme s'il défiait l'âme de son père, il me déclara que même si le titre de propriété portait le nom de feu André, lui, en tant que fils unique et héritier légal, avait autant de droits que moi sous ce toit. Il affirmait que ni moi, ni même la gendarmerie que je pourrais appeler, n'avions le pouvoir de l'expulser. Ainsi, les liens familiaux et le devoir filial devenaient à ses yeux de vulgaires bouts de papier qu'il brandissait pour justifier sa cupidité. Face à cette insolence qui se cachait derrière les lois, je lui répondis que des lois sans conscience ne sont que cruauté et que des droits exercés sans responsabilité ne sont que déchéance.
Un fils qui, 20 ans durant, n'avait jamais pris des nouvelles de sa mère ni de son père, avait enterré de ses propres mains tous ses droits le jour même où il franchissait à nouveau le seuil de cette maison. Et puisqu'il faisait tant confiance à la loi, il pourrait aller expliquer ses prétendus droits en détail aux gendarmes du poste que j'allais appeler. Je saisis alors le combiné du téléphone. Quand il comprit que je ne bluffais pas et que j'allais vraiment prévenir les autorités, le masque de l'homme civilisé glissa de son visage. Il laissa apparaître la bête sauvage et enragée qui sommeillait en lui. Bondissant de son siège, il attrapa brutalement mon poignet qui tenait le téléphone. La morsure glaciale de cette poigne ne me fit pas seulement mal. Elle me révéla que mon propre fils était tombé si bas qu'il n'hésitait pas à lever la main sur sa mère pour assouvir son intérêt personnel. À ce contact empoisonné, la dernière parcelle de pitié ou de tendresse que je pouvais encore éprouver pour lui explosa comme un volcan, se muant en d'une haine sans retour. Rassemblant une force que j'ignorais posséder, je libérai mon bras de son étreinte et d'un cri qui fit trembler les murs, peut-être même la tombe de mon mari, je hurlai de toutes mes entrailles un seul mot : dehors. Ce cri unique déchira d'un coup 20 années de deuil et de silence incrustés dans cette maison, puis tomba un silence plus dense encore, plus effrayant que les insultes ou la bagarre d'un instant plus tôt, car pour la première fois, je vis disparaître de son visage cet air arrogant. Il découvrait qu'il n'avait plus devant lui une vieille femme suppliante, mais une mère prête à tout, capable d'être plus redoutable que la bête la plus féroce quand il s'agit de défendre sa maison et son honneur. Comprenant qu'il ne pouvait plus ni m'intimider ni prendre l'ascendant physique, il changea aussitôt de tactique. Il me lança un regard venimeux et déclara que je pouvais crier autant que je voulais, mais qu'il ne quitterait pas cette maison sans en emporter la moindre pièce d'or. S'il le fallait, il resterait des mois dans cette chambre pour transformer ma vie en enfer. Puis, d'un geste ragé, il claqua la porte derrière lui et s'enferma de l'intérieur, transformant ma propre maison en une prison. Quand il verrouilla la porte, la panique et la colère qui obscurcissaient mon esprit s'évaporèrent soudain. À leur place s'installa une clarté froide et implacable. J'avais compris, je ne pourrais pas vaincre cet ennemi par la force brute ou des éclats de colère. La seule arme contre lui serait son propre point faible, cette soif insatiable d'argent. Et pour le faire tomber dans son propre piège, il me fallait un plan aussi patient que diabolique. J'ai pris alors la première mesure de ce plan perfide. Je verrouillai la porte du bureau où il avait passé la nuit à fouiller, ce sanctuaire où André avait toujours gardé ses papiers et ses secrets. Ensuite, au lieu d'appeler la gendarmerie, j'ai décidé de composer un autre numéro. Celui de Maître Durand, le vieil ami et associé de mon mari, avocat en retraite, car la bataille qui s'annonçait ne se gagnerait pas dans une cellule de garde à vue, mais sur le terrain de l'intelligence et de la ruse. En écoutant au téléphone le plan à la fois ingénieux et risqué que m'exposait Maître Durand, je sentis la femme consumée par la flamme de la vengeance laisser place en moi à une stratège, patiente et froide comme un joueur d'échecs, chaque coup soigneusement calculé. Sa première consigne fut de cesser toute dispute avec Laurent et de jouer, malgré toute ma haine, le rôle d'une mère brisée, terrorisée par les menaces de son fils, prête à baisser les armes. Pour moi, c'était comme fuir un lion pour tomber dans les bras d'un serpent. Mais la confiance inébranlable que j'avais dans l'ami de toujours de mon mari défunt me convainquit d'endosser ce rôle. Le premier et plus difficile pas
consistait à préparer pour l'homme qui avait osé lever la main sur moi quelques heures plus tôt une table garnie comme si de rien n'était, comme s'il était encore mon cher fils adoré. En pétrissant de mes mains le pain, en préparant plat après plat ceux qu'il aimait tant dans sa jeunesse, je savais que ce n'était pas la tendresse d'une mère qui guidait mes gestes, mais le rituel mortel d'une chasseuse, posant l'appât destiné à attirer sa proie. Seule cette certitude m'aidait à supporter le dégoût qui me noyait l'estomac. Quand je me présentais devant la porte verrouillée, un plateau chargé de ses mets préférés entre les mains, les paroles de Maître Durand résonnaient dans ma tête. Le moment le plus faible d'un loup affamé, c'est quand on lui jette de la nourriture. L'avidité et l'orgueil de ton fils sont sa plus grande faim. Alors, muselant toute ma haine, je repris dans ma voix le ton doux et maternel qu'il n'avait pas entendu depuis des années, et je murmurai à travers la porte. « Mon fils, Laurent, tu dois avoir faim. Ta mère t'a préparé tes plats préférés. Laisse tomber ton entêtement et prends au moins une bouchée. » Quand j'entendis la clé tourner, mon cœur faillit exploser, mais je continuai mon rôle. La porte s'entr'ouvrit et je vis ses yeux méfiants de rat inspecter d'abord mon visage soumis, puis le plateau de nourriture. Je pouvais lire dans ses traits l'ahurissante certitude qu'il venait de gagner, qu'il avait brisé ma volonté et que ses menaces avaient porté leurs fruits. Sans un mot de gratitude, tel un créancier réclamant son dû, il arracha le plateau de mes mains et referma la porte, cette fois sans la verrouiller. Ce détail, si infime, fut pour moi la preuve éclatante que Maître Durand avait raison. Il avait baissé sa garde, ne me voyait plus comme une menace. La proie avait mordu à l'hameçon. L'heure était venue de passer à l'étape suivante, la plus dangereuse. Je retins mes battements de cœur qui cognaient ma poitrine comme pour la briser, et j'attendis le moment propice, celui où la bête repue baisse le plus sa garde, cet instant où la satiété se mue en négligence. C'était le moment parfait pour refermer les mâchoires de notre piège. Dans ma main, je tenais le papier qui déciderait de son destin. Quand je frappai à sa porte et entrai, l'homme violent de la veille avait disparu. À sa place, un étranger, repu, satisfait de sa victoire imaginaire, savourait son triomphe. Je lui livrai alors le discours soigneusement préparé par Maître Durand, chaque mot choisi avec une précision chirurgicale. Je n'avais plus la force de me battre. Je ne voulais pas finir mes vieux jours à traîner dans les couloirs des tribunaux. Je souhaitais seulement mettre fin à ce conflit. Mon brusque revirement flattait tellement son immense ego qu'il ne soupçonna pas la moindre ruse. Quand je lui proposais de lui céder dès le lendemain la boutique du centre-ville héritée de son père, ainsi qu'une grande partie de l'argent placé à la banque, condition qu'il signe une simple renonciation à tout roi futur, ses yeux brillaient d'avidité. Le document que je lui tendis paraissait n'être qu'un banal accord. En réalité, c'était une mine, soigneusement enfouie par Maître Durand dans un langage juridique alambiqué. L'une des clauses stipulait clairement que Laurent reconnaissait, de son plein gré, avoir manqué gravement et volontairement à ses devoirs de fils pendant 20 ans, abandonnant sa famille. Or, selon le Code civil français, cet aveu suffisait à le priver définitivement de la succession de son père. Lui qui n'avait jamais ouvert un livre de sa vie, qui avait toujours méprisé l'étude, ne prit même pas la peine de lire les pages que je lui tendais. Dévoré par l'idée de toucher l'argent et les biens, il m'arracha le stylo et signa à la hâte. Ce qu'il croyait être sa victoire n'était en fait que l'acte par lequel il s'excluait lui-même, de sa propre main, de l'héritage paternel. Et moi, je contemplais son sourire idiot de triomphateur avec une sérénité glaciale. Quand le grincement du stylo accompagna la signature qui préparait sa propre perte, ce bruit devint pour moi la plus douce des mélodies jamais entendues dans cette maison. Sous son rictus idiot, je repliai lentement le document qui scellait désormais son destin entre mes mains,
consciente que ce moment n'était pas une victoire, mais seulement l'issue d'une première bataille sanglante. La véritable tempête restait à venir, car le démon en face de moi n'était pas un ennemi assez simple pour céder à une seule signature. Son avidité impatiente m'offrit une occasion parfaite pour la suite de notre plan. Avec une voix lasse, je lui expliquai que, si tard le soir, le cabinet de Maître Durand était évidemment fermé, mais que, s'il me laissait conserver le document, je pourrais, dès le lendemain, préparer les formalités nécessaires à la banque et au bureau des hypothèques. Ainsi, j'avais récupéré entre mes mains la preuve la plus accablante, tout en l'occupant une journée de plus, ivre de sa victoire illusoire. Comme le disait Maître Durand, plus on nourrit l'espérance de la proie, plus la déception qui suivra sera cruelle. Quitter ma propre maison en y laissant un ennemi derrière moi fut une sensation étrange. Chaque pas vers le cabinet de l'avocat ne me rapprochait pas seulement d'un succès judiciaire, mais aussi d'une délivrance, celle de me libérer du poids écrasant que je portais depuis 20 ans. À travers la vitre de la voiture, les lumières de la ville défilaient comme les reflets de mes projets de revanche, et je n'étais plus la mère en deuil, mais une femme prête à tout pour protéger ce qui lui appartenait. Maître Durand examina le document avec la minutie d'un chirurgien. Quand il confirma que tout était irréprochable, il m'expliqua que ce papier n'était pas un simple contrat, mais l'arme la plus puissante dont nous disposions, l'aveu écrit de Laurent, suffisant pour l'écarter définitivement de la succession de son père selon le Code civil. À l'instant où j'entendis les mots « action en indignité successorale », j'ai pris conscience de la gravité irréversible de la voie dans laquelle nous nous étions engagés. Il n'y avait plus de place pour l'amour maternel, ni pour la pitié. Alors que je croyais le triomphe proche et respirais enfin, Maître Durand me rappela que la véritable bataille ne faisait que commencer. « Madame Marie, le plus dangereux des animaux, c'est celui qui comprend qu'il a tout perdu. Lorsque Laurent recevra la citation à comparaître, il t'attaquera, il mentira, il essaiera de t'anéantir. C'est pourquoi, en rentrant chez toi, tu ne devras plus jouer la mère fragile, mais une forteresse de fer. Si cette forteresse tombe, nous tomberons tous avec elle. » Quand je franchis à nouveau le seuil de ma maison, je me sentais comme une actrice entrant sur scène pour le rôle le plus difficile de sa vie. Derrière la porte m'attendait ce visage avide, me bombardant de questions impatientes. « Qu'a dit l'avocat ? Quand recevrai-je l'argent ?» Je répondis, selon les instructions de Maître Durand, d'une voix lasse. « L'avocat doit encore examiner les papiers. Attendons demain, je suis épuisée. » Son enthousiasme retomba aussitôt, remplacé par une attente fébrile. Cette nuit-là, contrairement à la précédente, je ne m'endormis pas dans la peur, mais avec le calme d'un général attendant le prochain mouvement de l'ennemi. Dans la chambre voisine, le bruit de ses pas nerveux trahissait son impatience, et je sentais comment ma sérénité et ma lenteur érodaient son assurance, plantant en lui les graines du doute. Après toutes les humiliations subies, il m'était enfin donné de dicter les règles du jeu. Au l'aube, Laurent, prêt à courir à la banque, s'installa sur le canapé comme s'il attendait déjà sa récompense. Moi, je pris un malin plaisir à retarder chaque geste, arroser les fleurs, préparer mon thé, traîner sur chaque détail. Chacun de mes gestes lents était une goutte d'eau bouillante sur sa patience. De son regard implorant jaillissait ce « Allez, dépêche-toi » muet dont je me nourrissais, gagnant le temps précieux dont Maître Durand avait besoin pour lancer l'action en justice. Quand son explosion de colère finit par éclater, je lui servis le mensonge appris par cœur avec mon air le plus naïf. J'avais contacté l'avocat, mais il subsistait un petit problème de dette fiscale sur le commerce à transférer, ce qui retardait les démarches d'1 ou 2 jours. Rien de grave. Voir défiler sur son visage la vague de suspicion, de fureur et de déception fut pour moi la preuve éclatante que notre plan fonctionnait à merveille.
car rien n'est plus facile à croire que ce que l'on désire entendre. Sans pouvoir contester cette explication crédible, il ravala sa rage et s'enferma dans sa chambre, claquant la porte si fort que les murs en tremblèrent. Ce bruit n'était pas celui d'une victoire différée, mais le grondement d'une bête blessée et imprévisible se terrant dans son antre. Dans le silence pressant qui s'installa, je sus que la véritable tempête n'était plus très loin. Ce jour-là, le silence pesant qui s'installa dans la maison était plus terrifiant encore que les tensions des jours précédents. Car ce n'était plus l'attente, mais le silence d'un prédateur embusqué. Des chuchotements filtrant de sa chambre, sans que je puisse comprendre à qui il parlait, me firent sentir jusque dans mes os qu'il ne croyait plus à mes mensonges et qu'il cherchait désormais des conseils ailleurs, peut-être auprès d'un autre avocat. Tout mon stratagème, si patiemment bâti, risquait d'être découvert d'un instant à l'autre. Alors que j'avais pris mon courage à deux mains pour m'approcher de la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement et je me retrouvai face à ses yeux emplis de haine et de suspicion. Mon sang se glaça. Dans ce court moment où nous nous sommes dévisagés sans prononcer un mot, j'ai compris à travers son regard perçant qu'il ne voyait plus une mère impuissante, mais bel et bien un ennemi rusé qui tentait de le piéger. Aussitôt après, j'appelai Maître Durand pour lui confier mes craintes. Laurent commençait à douter. Avec son calme habituel, il m'ordonna de garder patience et me rappela que le prochain coup viendrait de nous. Il m'apprit que la requête en indignité successorale avait été déposée au tribunal et qu'au plus tard, le lendemain, un huissier viendrait en personne sonner à notre porte pour remettre à Laurent la citation officielle. Le compte à rebours venait réellement de commencer. Mais alors que j'attendais ce document judiciaire, Laurent perdit patience. Il surgit de sa chambre, enfila sa veste et me lança qu'il allait se rendre lui-même au centre des impôts pour vérifier ce fameux problème fiscal dont je lui avais parlé. Ces mots claquèrent comme une gifle. Il ne se laisserait plus berner par mes subterfuges. Je crus un instant que tout notre plan, si minutieusement orchestré, allait s'effondrer avant le dénouement. Dès qu'il claqua la porte derrière lui, laissant traîner ce regard plein de haine, je me précipitai sur le téléphone pour rappeler Maître Durand. Je lui expliquai, paniqué, que Laurent venait de quitter la maison et qu'il risquait, en se rendant à l'administration ou chez un avocat de son choix, de découvrir notre action en justice. Alors l'effet de surprise, notre arme la plus redoutable, serait perdu. À l'autre bout du fil, l'homme sage n'eut peu la moindre hésitation. Comme s'il avait prévu ce scénario, il me demanda seulement de rester calme et de lui faire confiance. Selon lui, la force brute et l'arrogance de Laurent allaient se fracasser contre le mur invisible de la réputation que feu André avait construite en ville. Par quelques appels bien placés, Maître Durand allait s'assurer qu'à chaque bureau où Laurent se présenterait, on ne lui opposerait que lenteurs administratives et prétextes futiles. « Le dossier est en cours d'examen, monsieur. Le système est en panne. Repassez demain. » Après avoir raccroché, commença une attente interminable, plus douloureuse que 20 années de deuil. Cette fois, mon ennemi n'était pas seulement l'incertitude, mais aussi ce fils de mon sang, devenu un étranger dont j'ignorais les actes et les mensonges au dehors. Chaque recoin de la maison me semblait étroit, chaque pas résonnait des pires scénarios. Et s'il découvrait tout? Et s'il trouvait un avocat? Et s'il revenait pour m'attaquer? Dans mon esprit, j'imaginais la scène, Laurent, fidèle à son arrogance, pénétrant dans un bureau officiel en exigeant des informations au nom de son père. Et face à lui, un fonctionnaire déjà averti par Maître Durand, répondant d'un ton indifférent « Le dossier d'André Moreau est à l'examen, monsieur. Revenez demain. »
Je le voyais bouillir de rage, impuissant, réduit au silence par la mécanique glaciale de la bureaucratie. Cette image soulageait un instant ma peur. Mais je savais qu'un homme aussi retors ne s'arrêterait pas là. Forcément, il irait frapper à la porte d'un autre avocat. Et cette simple pensée, mon fils assis dans un cabinet d'un inconnu, dévoilant les secrets de notre famille pour mieux me combattre, me glaça le sang. Même les murailles dressées par Maître Durand semblaient fragiles devant cette possibilité. Quand il revint ce soir-là, ce n'était plus l'homme furieux du matin. Il entra, calme, presque satisfait, mais avec ce masque froid qui m'arracha un frisson. Il ne dit pas où il était allé, ni ce qu'il avait fait. Il se contenta de croiser mon regard et de m'offrir un sourire bref, lourd de sous-entendus. Ce sourire disait tout. Il n'était plus seul dans ce bâtin. Il s'était trouvé un nouvel allié, un conseiller de l'ombre. Et moi, j'ai compris à cet instant que le véritable danger commençait maintenant. Le calme glacial qu'il afficha ce soir-là, accompagné de ce sourire figé, me glaça le sang, bien plus que ses cris ou ses menaces. J'avais compris, cet avocat qu'il avait consulté lui avait enseigné non seulement les recours juridiques, mais aussi l'art de me déstabiliser psychologiquement, de m'épuiser nerveusement et de me pousser à commettre une erreur avant le jour du procès. À partir de ce moment-là, ma maison cessa d'être un refuge. Elle devint un champ de bataille où chaque minute n'était plus qu'une attente tendue du prochain assaut. Au matin, je découvris avec horreur sa nouvelle stratégie. Tandis que je m'affairais dans la cuisine, il parlait seul dans le salon, feignant une conversation téléphonique avec un ami. « Tu sais, certaines vieilles personnes perdent leurs facultés. Elles ne savent plus protéger leurs biens. Dans ce cas, la loi prévoit que les enfants demandent une tutelle. » Chaque mot, lancé comme une flèche empoisonnée, visait directement ma dignité. Il m'accusait d'être sénile, me menaçait à demi-mot de me faire déclarer incapable. Pour fuir ces paroles venimeuses, je sortis dans le jardin, mais il me suivit, à m'être ruban à la main, mesurant les murs et les limites de la propriété, tel un architecte. Ce geste silencieux signifiait tout. Bientôt, ce lieu sera à moi. Je vais tout transformer. Par là, il piétinait non seulement ma présence, mais aussi les souvenirs que j'avais tissés avec André, dans chaque pierre, chaque recoin de cette maison. C'était une violence muette, mais implacable. Le soir venu, le supplice atteignit son paroxysme. À table, à l'heure que je peinais à avaler un morceau de pain, il s'assit face à moi, sur la chaise où son père avait mangé des années durant. Sans dire un mot, il me fixa pendant tout le repas. Ce silence était plus cruel que n'importe quelle insulte. Il proclamait que mon autorité dans cette maison était morte, que désormais c'était lui le maître de ce toit. Quand je regagnai ma chambre, je pris conscience de l'ampleur des ravages de cette guerre psychologique. Mes nerfs étaient à vif. L'idée d'abandonner, de fuir cette maison me traversa l'esprit. Mais l'image du visage fatigué, mais digne d'André me revint. Ces années de labeur incrustées dans ces murs m'interdisaient de céder. J'essuyai mes larmes et écrivis à Maître Durand. « Nous ne pouvons plus attendre. Il faut le faire sortir d'ici, quoi qu'il en coûte. » Cette nuit-là, le téléphone sonna. La voix grave et rassurante de Maître Durand m'apprit que ma patience face à ces humiliations serait notre meilleure arme. Elle empêcherait Laurent de plaider la provocation. Puis il ajouta « Demain matin, un huissier viendra sonner à votre porte. Avec lui, le véritable combat commencera. » Ces mots me firent frissonner,
mais je ressentis aussi une étrange sérénité. Le lendemain, chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un marteau dans ma poitrine. Laurent, sûr de lui, se pavanait, persuadé que l'héritage lui appartenait déjà. Mais moi, je savais qu'à tout instant, la sonnette briserait ce faux calme comme une bombe. Et ce fut ainsi. La cloche retentit, stridente comme une alarme. Le visage de Laurent se figea une fraction de seconde. Moi, malgré les battements affolés de mon cœur, j'avançai d'un pas ferme vers la porte. Derrière, il n'y avait pas seulement un fonctionnaire, mais ma justice attendue depuis trop longtemps. L'huissier demanda d'une voix claire « Laurent Moreau ». Mon fils intrigué s'avança et prit l'enveloppe scellée aux armes du tribunal de grande instance. La scène se déroulait au ralenti, comme dans un film. Sur son visage apparut d'abord l'incompréhension, puis une lueur de méfiance. Il devinait que cette lettre n'apportait ni argent ni titre de propriété, mais une autre vérité. Quand ses yeux tombèrent sur les mots « action en indignité successorale » et qu'il reconnut dans la section des preuves sa propre signature au bas du document intitulé « Renonciation », je vis son visage se décomposer. La pâleur le recouvrit, et bientôt, il ne fut plus qu'une bête blessée. Dans un rugissement qui fit trembler les murs, il déchira le papier et « Comment as-tu pu me faire ça ?» Ce cri n'était pas celui d'un fils offensé, mais l'ultime fureur d'un animal piégé qui voyait son univers s'écrouler. Son hurlement fit trembler la maison entière. J'eus l'impression que les meubles, les murs et même les souvenirs vibraient de terreur. Ce n'était plus un homme furieux qui se dressait devant moi, mais une bête blessée, devenue folle en comprenant qu'elle était tombée dans un piège. Son premier geste fut de saisir le vase ancien qu'André et moi avions trouvé jadis sur un marché aux puces, notre trésor le plus précieux, et de le fracasser contre le mur. En un instant, il ne brisa pas seulement la porcelaine, il pulvérisa mon cœur et mes souvenirs. Alors que l'écho de ce fracas résonnait encore, je le vis avancer vers moi à grands pas, le regard chargé de haine. Il me coinça dans un angle de la pièce, promettant de me faire payer toute ma vie, de me traîner dans les tribunaux, d'obtenir de faux certificats prouvant ma folie pour m'enfermer dans un asile et de s'approprier seul la maison. Dans ses yeux, il n'y avait plus rien du fils d'André, seulement le vide glacé d'un assassin en puissance. Au moment où sa main empoisonnée allait saisir mon bras, je me souvins des mots de Maître Durand. « Si les choses dégénèrent, ne lutte pas. Crie de toutes tes forces ou utilise ceci. » Il avait glissé dans ma poche un petit dispositif. J'appuyai de toutes mes forces sur le bouton. Et aussitôt, une sirène stridente se mit à hurler dans la maison. Ce vacarme brisa sa fureur d'un instant et devint mon cri silencieux, avertissant tout le voisinage qu'une mère était en danger. Je lus dans ses yeux la peur de l'exposition, non pas la crainte de sa propre violence, mais celle que des témoins viennent transformer son crime en affaire publique. Cette hésitation, fugace mais réelle, fut mon salut. Je me glissai hors de son étreinte et, courant comme jamais, je me précipitai dehors. L'air froid emplissant mes poumons me rappela que j'étais encore vivante. Pieds nus, je fuyais ma propre maison, sous les regards effrayés de mes voisins, consciente qu'en une nuit, mon foyer s'était transformé en prison et moi, en exilé sur ma propre terre. Ce soir-là, réfugié chez Maître Durand et son épouse, je retrouvai un peu de chaleur humaine. Leurs yeux compatissants, la tasse de thé fumant qu'ils me tendirent, réchauffèrent à peine mon âme transie.
Mais mes tremblements ne venaient pas de la peur pour ma vie. Ils naissaient de la douleur insupportable d'avoir abandonné la demeure d'André aux mains d'un monstre incontrôlable. Quand je racontais comment Laurent avait perdu tout contrôle en découvrant la citation du tribunal, comment il avait détruit le mobilier et menacé de me faire interner, je ne vis aucune surprise sur le visage de Maître Durand. Au contraire, il déclara avec calme « Voilà », il a signé de ses propres mains sa perte. Ces appels téléphoniques transformèrent aussitôt cette crise en preuve. La fureur de Laurent, les cris entendus par les voisins, tout devenait des témoignages solides pour obtenir une ordonnance d'éloignement. Mais pendant que je cherchais un peu de répit dans ce havre, mon esprit restait prisonnier de ma maison. Je l'imaginais au milieu des débris, complotant de nouvelles ignominies avec les conseils de son avocat, mettre le feu à la maison, bloquer les portes pour m'en interdire l'accès. L'idée d'avoir laissé ce sanctuaire aux mains d'un prédateur me donnait la sensation d'avoir trahi la mémoire d'André. Maître Durand m'assura qu'il ne resterait pas une nuit de plus sous ce toit. Dès le matin, il demanderait au juge une décision interdisant à Laurent de m'approcher, d'entrer chez moi ou même de me contacter. Cette perspective me soulagea quelque peu, mais le poids d'une vérité restait sur mes épaules. J'avais dû en appeler à la justice pour chasser de chez moi mon propre fils, une honte que je porterai à jamais. Cette nuit-là, dans ce foyer sûr, je compris à quel point j'étais seul. Alors, j'ai tout fait pour toujours la voix en moi qui réclamait encore tendresse et pitié. Je n'avais plus de fils prénommé Laurent. J'avais un ennemi, un intrus. Et tant que je n'aurai pas récupéré ma maison et l'honneur d'André, je ne pleurerai pas, je ne céderai pas. Quelle que soit l'horreur de cette guerre, je l'amènerai jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'entrai dans ma propre rue comme une étrangère, escortée par mon avocat et suivie d'une voiture de police. Ce fut à la fois la plus grande honte et la plus profonde douleur de ma vie. Cette rue qui représentait jadis la paix et les souvenirs apparaissait désormais aux yeux de mes voisins comme une scène de crime. Et moi, j'étais gravé dans leur mémoire comme cette femme malheureuse qui avait dû appeler l'État pour chasser son propre fils de la maison familiale. Lorsque le poing ferme et froid d'un policier frappa ma porte, le bruit résonna non pas sur le bois, mais directement dans ma poitrine. Pendant ces quelques secondes de silence mortel, avant qu'un son ne vienne de l'intérieur, mon esprit fut assailli de 1000 scénarios. Et s'il refusait d'ouvrir? Et s'il avait mis fin à ses jours? Et s'il avait incendié la maison? Mais, au fond, ce qui me terrifiait le plus, c'était le regard que je lirais dans ses yeux lorsque la porte s'ouvrirait. Et en effet, quand la porte s'ouvrit et qu'il vit derrière moi non seulement sa mère, mais aussi 2 agents représentant le visage froid et officiel de l'État, je vis s'effondrer en quelques secondes la mascarade de souveraineté qu'il s'était inventée. Toute sa brutalité, ses menaces, sa pression psychologique se brisaient contre le mur d'acier de la loi. Dans ses yeux, la panique et la conscience d'être prise en faute remplaçaient l'arrogance. Sous la surveillance d'un agent, je le regardais rassembler en hâte quelques effets personnels dans un sac, tel un voleur surpris. Mais je n'y trouvais ni victoire ni soulagement. J'assistais à une des scènes les plus cruelles pour une mère. Voir son propre enfant réduit à cet état pitoyable, humilié, vaincu. Ce fardeau pesait sur moi comme une montagne, et je compris à cet instant qu'il n'y aurait pas de vainqueur dans cette guerre. Lorsqu'il sortit escorté par les policiers et qu'il se retourna une dernière fois vers moi, son regard se grava en moi comme un sceau éternel.
ce n'était pas un fils repentant, mais celui d'un ennemi qui, malgré la défaite, jurait de ne jamais abandonner. Quand la porte se referma sur lui, j'avais récupéré ma maison, mais je venais aussi de gagner un adversaire pour la vie. Dans le silence assourdissant qui suivit, je ne me sentis pas comme une commandante victorieuse, mais comme une survivante d'un séisme ayant perdu toute une ville sous les décombres. Les éclats de verre éparpillés n'étaient pas seulement ceux d'un vase. Ils représentaient 20 années d'espoir maternel, de rêves familiaux et de paix envolée. En tentant de rassembler ces morceaux, je réalisais que je tentais en vain de réparer mon propre cœur brisé. C'est alors que la voix posée mais ferme de Maître Durand me ramena au réel. Il me rappela que nous avions remporté cette bataille domestique, mais que la grande guerre ne faisait que commencer. Laurent, avec son nouvel avocat, tenterait de m'attaquer au tribunal. Il remettrait en cause mon âge, ma lucidité, prétendrait que ma signature avait été extorquée, mais, ajouta-t-il, nous tiendrions bon grâce aux témoins et surtout à ce fameux aveu signé de sa propre main. En songeant à ces terribles épreuves judiciaires, je montai un instant dans sa chambre. Au milieu du vide et de l'abandon, sur la table de nuit, je trouvai un papier froissé. En le dépliant, je lus un nom et un numéro, celui d'un avocat que je ne connaissais pas. Je compris alors que mon adversaire n'était plus seulement mon fils ingrat, mais aussi un professionnel prêt à vendre ses services pour défendre le mensonge et l'avidité. Lorsque je remis ce papier à Maître Durand, toutes mes hésitations s'évaporèrent. Je lui dis, qui que soit cet homme, qu'il sache qu'il ne trouvera pas face à lui une vieille femme sénile, mais une mère décidée à défendre l'honneur de son mari défunt et sa maison jusqu'à son dernier souffle. J'étais enfin prête à raconter dans ce tribunal glacé 20 années de douleur et de vérité, sans rien omettre, sans rien travestir. Les semaines suivantes, je remis lentement en ordre les décombres matériels de ma maison. Mais je savais que les décombres de mon âme ne seraient levés que le jour où le maillet du juge frapperait pour sceller la justice. Tout était prêt, témoins, preuves, documents. Il ne me restait plus qu'à attendre, dans les couloirs glacés du palais de justice que j'avais toujours redouté, le moment de jouer le dernier acte de mon histoire. Pendant des années, je n'avais entendu le mot « palais de justice » qu'au cinéma. Et pourtant, ce matin-là, j'y marchais, pas après pas, vers l'affrontement le plus important de ma vie. Chaque pas portait non seulement mon honneur, mais aussi le nom pur de mon défunt mari, André, et la dignité de chaque sou gagné à la sueur de son front. Lorsque la porte de la salle d'audience s'ouvrit et que je vis de l'autre côté Laurent assis aux côtés de son habile avocat, me regardant comme si je n'étais qu'une étrangère, je ressentis de nouveau toute la douleur et l'anormalité d'une mère contrainte d'assigner son propre fils. Quand cet avocat en costume, maître dans l'art des détournements de mots, se leva pour affirmer que, depuis la mort de mon mari, j'avais perdu la raison, que j'avais été manipulée par Maître Durand pour me dresser contre mon fils et que ce document signé n'était qu'un fruit d'émotions exploitées, j'eus l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. 20 ans de solitude étaient réduits dans sa bouche à une sénilité et mes souffrances à une faiblesse manipulable. Lorsque le juge prononça mon nom et m'appela à la barre, j'eus d'abord l'impression que les murs eux-mêmes s'écroulaient sur moi. Mais à chaque pas vers le pupitre, je me sentis plus forte. Je n'étais plus seulement Émilie, j'étais la voix de toutes les mères bafouées, de toutes les épouses fidèles, de tous ceux dont le travail avait été méprisé. Et lorsque le juge me dit « Parlez », je déversai, mot après mot, 20 années de douleur accumulées
sans détourner un seul regard du magistrat. Quand mon récit prit fin, l'avocat adverse fondit sur moi comme un vautour, multipliant les questions, me répétant les mêmes sous d'autres formes, cherchant à me déstabiliser, à me pousser à l'erreur. Il attaqua ma mémoire, mes sentiments maternels, mon âge, mais face à chacune de ces piques, je n'avais qu'une arme, la vérité brûlante de 20 années de vie que rien ne pouvait effacer. Enfin, lorsque ce cirque cessa, Maître Durand se leva avec une gravité digne et rappela qu'au-delà des paroles, nous possédions une preuve irréfutable, un document écrit et signé de la main même de Laurent, dans lequel il reconnaissait n'avoir jamais rempli ses devoirs filiaux, n'avoir jamais demandé des nouvelles de sa mère pendant 20 ans. Ce papier, ajouta-t-il, n'était pas une simple feuille, c'était un aveu. La salle d'audience tomba alors dans un silence de tombe. Le juge lut lentement le document, et lorsqu'il leva ses yeux derrière ses lunettes vers Laurent, je vis dans ce regard perçant que la machine de la justice s'était enfin mise en marche pour moi. Le temps sembla s'arrêter. Je savais que les prochains mots du juge seraient la sentence de mes 20 années d'attente. Je n'entendais plus ni l'avocat rusé en face, ni même la respiration rassurante de Maître Durand à mes côtés. Je n'entendais que les halètements de celui qui fut mon fils, désormais étranger à mes yeux. Puis le juge prononça : « Notre tribunal, au vu des preuves apportées, notamment de l'aveu signé de la main du défendeur et des témoignages, conclut que Laurent Dupont a manqué gravement et volontairement à ses devoirs d'enfant envers son père défunt et sa mère demanderesse. En conséquence, il est fait droit à la demande d'exhérédation. » Le son du maillet résonna, scellant le verdict, mais je ne ressentis ni joie ni victoire. Seulement une paix douloureuse, semblable à une plaie brûlée pour enfin cesser de saigner. Quand je levai les yeux vers Laurent, je ne vis plus ni un monstre ni un ennemi, mais un enfant perdu qui avait vendu son âme à l'avidité et qui à la fin n'avait plus rien. Et, l'espace d'un instant, malgré tout, je ressentis cette pitié archaïque et insensée qu'une mère peut éprouver envers son propre fils, quoi qu'il ait fait. En quittant le palais de justice, le soleil printanier vint caresser mon visage. Ce souffle frais fut le plus libre de toute ma vie. Je sentis le poids des montagnes tomber de mes épaules, les chaînes rouillées se briser. Je compris que je n'avais pas seulement regagné une maison ou un héritage, j'avais reconquis mon droit de vivre mes dernières années dans la paix. Aujourd'hui, dans ce silence revenu, je sais qu'il n'y a eu de vainqueur. J'ai perdu un fils. Lui a perdu à la fois son passé et son avenir. Mais j'ai protégé ce foyer. J'ai défendu ton nom, André. Je n'ai pas trahi ton héritage. Notre enfant a sombré, mais notre amour et notre maison sont restés debout. Et désormais, dans ce silence, je choisis de vivre avec tes souvenirs, non comme une peine, mais comme une peine méritée.